Bonjour à tous, Bonjour. bienvenue dans ce webinaire. Ouais, bonjour à tous les trois déjà. Bonjour. Bonjour. Et bonjour à tous ceux qui participent. L'objet de ce webinaire, l'idée c'est qu'on parle finance et qu'on réponde ensemble à la question comment construire ensemble le département de finance de demain. Donc c'est difficile de parler du département de finance de demain sans parler forcément de la digitalisation de la finance en général. Donc l'idée, c'est qu'on parle des enjeux que va représenter cette digitalisation et qu'on parle des bonnes pratiques avec les acteurs qui sont là, les bonnes pratiques et nous, ce qu'on peut préconiser pour aller vers plus d'efficacité et vers une fonction finance dans une entreprise qui soit le mieux possible. Donc on va peut-être commencer par une présentation de tous les trois. Je vais vous laisser vous présenter. Peut-être Anne-Sophie. Peut-être toi pour commencer. Alors, je m'appelle Anne-Sophie et je suis CEO d'iPadDat. Je dirige donc une équipe de 20 personnes et iPadDat, c'est un outil SaaS qui permet en fait d'automatiser la préparation de la comptabilité, notamment via la récupération des justificatifs comptables. Voilà. Okay. Donc, je vais peut-être prendre la suite. Oui. Donc moi, je suis Paul Villeret, je suis Regional Manager chez Emasphère. Et Emasphère, c'est une application full SaaS de prévisionnel tableau de bord, donc en capacité de venir se brancher à n'importe quelle source de données pour après restituer l'information au sein de la société, donc à travers différents services, à travers différentes personnes, et voilà pour Emasphère. Oui, donc moi je suis Bernard Tézé, je suis avocat. Je travaille pas mal pour les startups, pour les fintechs. Je suis avocat de France Fintech. Je suis chez DS Avocats. Donc DS Avocats, c'est environ 300 avocats, un peu plus même dans le monde. Et notamment, c'est le premier cabinet à s'être installé en Chine, voilà, qui est quand même un pays aussi pour les fintechs. Alors peut-être je vais démarrer sur le panorama général de la digitalisation et des fintechs. Voilà. C'est ça, ouais. Donc, avant de démarrer, je peux vous renvoyer sur un excellent article que j'enverrai à tous ceux qui le souhaitent, écrit par Alain Clos, président de France FinTech, ancien directeur de la stratégie de la Société Générale et président de nombreuses sociétés dans le secteur financier. Voilà, donc les idées ne sont pas de moi, les idées viennent d'Alain principalement, mais et également avec de l'observation. Donc la question qui se pose un peu, d'ailleurs j'ai taquiné Alain hier là-dessus, qu'est-ce que c'est que les banques, qu'est-ce que c'est que les agences de voyage d'il y a 10 ans, est-ce qu'elles vont toutes fermer, est-ce qu'elles vont c'est un vrai souci. J'ai eu un séminaire en live, pas un webinaire, où François Pérol, à l'époque président de BPCE, donc est intervenu et racontait que la terreur de tout patron de banque, c'est qu'il y ait une dizaine de gars qui sont en train de dynamiter la banque de demain dans une petite fintech. On verra qu'en fait, il y a pas que les fintechs qui concurrencent les banques, et la fonction finance, d'une manière plus générale, est en fait au cœur de pas mal d'influences. Voilà. Donc depuis 50 ans, jusqu'à il y a une dizaine d'années et pendant 50 ans, les banques et les assureurs traditionnels en France avaient un environnement qui était très favorable. Banque universelle, logique de guichet, client fidèle, on va voir son banquier. Voilà, donc le marché était bien protégé. Depuis plusieurs années, il y a quand même plusieurs sources de pression. La première qui est la pression des coûts. Donc il y a tout un tas de secteurs dans la banque ou dans les institutions financières qui sont pas rentables. La tenue de compte, les flux de paiement, les gros corporates, ça c'est pas trop rentable. Ça peut même être déficitaire. Donc tous les acteurs traditionnels, banques et assurances, se battent pour attirer les clients rentables. Principalement, les plus rentables, c'est l'assurance vie et la banque privée. Et aussi les PME,
dans certains cas. Mais donc, tout ça se traduit par des forts coûts d'acquisition de clients, à peu près de l'ordre de 200 à 600 euros pour avoir un nouveau client particulier, c'est quand même assez énorme. Et donc, voilà, et des produits d'appel sur le crédit immobilier et autres. Bon, le client demande de plus en plus de choix, ça c'est également de plus en plus de mobilité, change de banque ou d'institution. Les institutions d'ailleurs sont désacralisées, donc tout ça c'est une pression également de la clientèle. Une pression réglementaire ou des opportunités, ça dépend de comment on le voit, vers plus de contrôle des données. Ça, c'est le RGPD, c'est très important dans tous les secteurs qui nous intéressent. Alors avec une dichotomie entre l'identité, l'identité, le know your customer, donc qui sont des données statiques et données dynamiques qui sont les algorithmes comportementaux, mais bon, le client tente à avoir plus de contrôle là-dessus, ou à vouloir. Bon, il y a également la DSP2 qui est une opportunité ou une pression réglementaire. Hein. Les banques se sont battues contre ça, mais il y a maintenant des nouvelles professions, prestataires de paiement, agrégateurs de comptes, plateforme AIS, etc., etc. Bon, le crowdfunding, j'en passe, c'est des meilleurs. Le Brexit, dans tout ça, vient rajouter. Donc, tout ça est en ébullition. Et dernier pilier, hein, donc, le client, le réglementaire, le coût et donc les pressions technologiques, l'intelligence artificielle, big data, blockchain, IoT. Voilà, donc tout ça va dans le sens d'une grande ouverture du marché et une révolution de la fonction financière. 4 nouveaux types d'acteurs arrivent. Donc, vous avez donc les groupes de distribution, ça n'a pas trop bien marché. Auchan, Carrefour, tout le monde a voulu faire sa banque. Les groupes de télécom, ça marche un petit peu mieux. Orange Bank, je crois, est celle qui ouvre le plus de comptes en ce moment. Les fintech et les plus puissants, les plus dangereux, les GAFAM et BATX, Baidu, je sais plus, Alibaba, Tencent et Xiaomi. Voilà. Voilà. Les tendances des fintech, bon, l'internationalisation. C'est voilà, proche d'abord, la Belgique, premier territoire, avec l'Italie et l'Espagne, et puis ensuite des marchés un petit peu plus lointains. Mais bon, il y a tout un tas d'applications où les applications peuvent être faites aussi bien à Bordeaux qu'à Hong Kong. Vous avez un développement un peu horizontal après des verticales de concentration. Horizontal, ça veut dire faire des néobanques qui rendent toute la palette des services. Voilà, et vous avez de la consolidation sur certains secteurs où il y a trop d'acteurs, par exemple le crédit sur Internet. Vous avez une compétition, c'est la fusion de la compétition, de la concurrence pour parler français, et de la coopération avec les banques et les groupes télécoms et les GAFAM. Vous avez tout un tas d'acquisitions. Donc c'est un secteur qui évolue rapidement. Les segments porteurs pour aller donc dans la slide, finalement dans l'ordre, c'est les TPE et PME qui sont un secteur où il y aura de la digitalisation, la surtech, donc tout ce qui est technologie de l'assurance, le wealth management, enfin, la gestion de fortune pour parler français, la crypto et l'international. Bon, ensuite au niveau technique, vous avez 3 grandes tendances. Vous avez de plus en plus de dématérialisation, le signature électronique avec tout un tas de niveaux, mais ça on pourra en parler ultérieurement. Vous avez l'automatisation des process, métiers,
très à la mode, des robots qui vont faire tout ce que la direction financière. Il y avait le petit robot comptable qui avait été primé par France FinTech il y a quelques années. Je crois qu'il s'appelait Georges, je ne me souviens plus exactement, mais je ne sais pas si ça marche toujours. Il y a ce genre d'application, les robots advisors, bien sûr. Et puis bien sûr la tendance au développement du cloud, donc qui est le segment le plus dynamique du marché. Selon certaines études, le marché de l'informatique, d'une manière générale, enfin ça se dit plus l'informatique, mais progresse à peu près de 3% par an, mais le marché du cloud progresse 2 fois plus vite de toutes les applications cloud. Et voire 3 fois. Je crois qu'on hésite entre le chiffre de 8,3 et 6,3. D'un autre côté, les marchés des serveurs régressent de 1 à 3% chaque année. Voilà, donc tout ça, pour conclure ma partie, donc ça dénote une imagination sans limite des fintech. France FinTech, que je connais bien pour être l'un des 2 avocats, a répertorié 80 fintech d'assez grosse taille, d'ailleurs un peu plus, 84 je crois, qui gravitent autour du directeur financier et de la fonction financière. Donc ça va de, je prends des solutions pour les DAF, d'aide à l'investissement, gestion du leasing, cashback, comptabilité, know your customer, j'ai prends au hasard, épargne salariale, enfin bon, en veux-tu, en voilà. Il y a effectivement énormément de nouveaux produits et donc je passe la parole à les amis de Hémasphère et de iPedsat pour nous expliquer de manière plus spécifique comment ils voient cette évolution. Merci beaucoup. Ok, merci Bernard. En tout cas, c'était vraiment clair. Merci pour ces chiffres. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, mais je pense qu'on y voit un peu plus clair sur déjà pourquoi c'est important, pourquoi on va vers une digitalisation, le côté réglementaire, et pourquoi forcément la fonction finance va devoir aller vers cette digitalisation, et on voit un petit peu où on va sur ce secteur. Donc merci pour ces chiffres. Alors maintenant, je vais laisser peut-être, je crois que c'est Hémasphère qui va commencer à en parler. Là, ce dont on va parler, c'est les obstacles qui peuvent exister et qui peuvent faire qu'on pourrait ne pas aller vers une situation un peu parfaite où la gestion finance, la fonction finance est vraiment au service de l'entreprise. Donc, ce que j'aimerais savoir, ce que j'aimerais que vous m'expliquiez, c'est qu'est-ce qui peut exister dans cette digitalisation, dans cette technologie, qui peut faire qu'au final, on va pas tant que ça vers plus d'efficacité dans cette fonction. Donc, je vais te laisser Paul en parler. Ce qu'on peut dire déjà, c'est que la digitalisation a considérablement changé le métier de la direction financière. L'objectif prioritaire aujourd'hui d'une direction finance, c'est de produire du chiffre, produire des analyses pour bien piloter l'activité et conseiller les dirigeants. Et le plus gros obstacle aujourd'hui auquel font face les directions financières, c'est que les données qui sont à exploiter, elles sont éparpillées partout au travers de l'organisation. Et effectivement, on va y avoir besoin de récupérer de la donnée à la fois financière, donc en provenance du logiciel comptable. Alors, si en plus de ça, on est un groupe qui est implanté dans différents pays avec des logiciels comptables différents, ça devient vite un micmac assez compliqué à collecter ces informations-là. Il peut aussi y avoir besoin de récupérer de la donnée opérationnelle, c'est-à-dire de la donnée, par exemple, RH, pour suivre l'absentéisme, le coût de mes salariés, un coût par projet. Il peut y avoir aussi de la donnée CRM, de la donnée commerciale, et après aussi faire des rapprochements, des réconciliations entre le facturé et le comptabilisé. Donc toutes ces données, finalement, elles sont vraiment un petit peu partout au sein de l'organisation, et c'est très compliqué pour les directions financières de collecter cette information déjà d'une part, mais ensuite de la restructurer et de la reformater sur un fichier qui soit exploitable pour tout le monde. Et finalement, l'outil qui est le plus utilisé aujourd'hui pour faire ce travail de restructuration,
c'est quelque chose qu'on connaît tous, c'est les feuilles de calcul comme Excel. Alors Excel, c'est très bien, mais on connaît aussi tous les limites. C'est que sur Excel, généralement, il n'y a que la personne qui a mis en place le fichier avec la structure qui finalement faut l'utiliser. Donc on est très dépendant d'une seule personne et le jour où elle part et elle quitte la société, on est en grand danger, on est en grand risque parce que personne ne sait reprendre le flambeau. L'autre danger d'Excel, c'est que ça demande beaucoup d'intervention humaine. Donc forcément, qui dit intervention humaine dit risque d'erreur. Et derrière, les erreurs peuvent être graves parce que si on donne des mauvais chiffres, les dirigeants ils vont se baser sur de la fausse donnée pour piloter l'activité. Ça peut même engendrer des mauvaises décisions. Et du coup, ça peut mal orienter la stratégie de la société. Donc c'est vraiment un point sur lequel il faut être très vigilant. Il faut faciliter la vie des directions financières sur la collecte de la donnée et pour aller plus loin, même jusqu'à la restitution. Alors, si tu peux avancer sur le slide suivant. Ah, encore non. Non, c'est bon. Slide, ouais. Simplement. Dis-moi. C'est toi. Simplement, ce qu'on peut dire, c'est que les principales conséquences de ce manque de structure aujourd'hui de la plupart des directions financières pour la collecte de la donnée, c'est premièrement, on gaspille du temps et de l'énergie. Et tout ce temps et cette énergie qu'on passe à collecter l'information partout, à restructurer, c'est du temps qu'on passe pas à l'analyse. Alors que c'est là qu'est la vraie valeur ajoutée, qu'est la vraie fonction de la direction financière. Donc ça, c'est un premier point sur lequel il faut être vigilant. Deuxièmement, les outils comme Excel ne permettent pas de collaborer efficacement. C'est-à-dire qu'on peut pas noter des commentaires sur Excel, on peut pas faire du workflow, on peut pas dire à son voisin de bureau simplement par un message dans l'application Excel, est-ce que tu as vu les chiffres, pourquoi ça a monté, pourquoi ça a descendu. Donc finalement, même si on produit du reporting, derrière on n'échange pas et on prend pas les décisions qui vont bien parce qu'on n'a pas les outils pour collaborer efficacement. Et forcément, ça revient à ce que je disais tout à l'heure, derrière, on va être limité au niveau des prévisions, on va mal guider la stratégie de l'entreprise, et on peut même, dans le pire des cas, engendrer des mauvaises décisions sur des mauvaises données ou des mauvaises erreurs. Donc voilà pour la partie principalement des obstacles aujourd'hui qui sont rencontrés par les directions financières. Ok, écoute, merci Paul, c'était clair, on comprend clairement le problématique d'avoir un peu des données partout, et que on comprend que la finance et le papier, la finance, au contraire, pardon, et les datas, ça peut être un peu compliqué à gérer. Pour rester un petit peu sur le même sujet, mais dans une note un peu plus positive, est-ce qu'Anne-Sophie, tu pourrais nous parler de pourquoi le fait d'avoir cet écosystème connecté, avoir toutes ces données, ça peut être quelque chose de positif, et en quoi ça peut nous permettre de mieux gérer ces finances? Alors, oui, bien sûr. Tout d'abord, je vais revenir sur un tout petit peu en arrière. Je pense effectivement que le choix des outils, il est capital parce qu'en fait, il y a énormément d'outils généralistes. Et en fait, il faut la grosse problématique pour l'entrepreneur aujourd'hui, c'est d'arriver à trouver des outils qui vont pouvoir se connecter facilement et qui vont lui simplifier la vie plutôt que la vie compliquée. Donc effectivement, il y a des outils qui sont conçus pour l'entrepreneur pour avoir une utilisation plutôt simpliste de l'économie, de la finance, parce qu'en fait, l'entrepreneur il a juste besoin de savoir où en est sa trésorerie, si sa compta est à jour, s'il a bien tous les éléments à transmettre à son comptable, etc., etc. Et donc l'idée, c'est d'automatiser un maximum de tâches et de pouvoir connecter ces outils ensemble facilement. C'est le cas notamment d'iPadDat et d'Emaster. Donc iPadDat va intervenir dans la récupération de toutes les données, donc disponibles à différents endroits, on verra un peu plus tard. Et Emaster, elle, va pouvoir intervenir dans le traitement de ces données pour pouvoir donner une visibilité plus claire aux chefs d'entreprise. Si tu veux bien repartir en arrière. Encore avant? Tu es allé beaucoup plus vite que moi. Encore avant. Ok. Avant, si tu veux bien. Je prends mon temps, vas-y. Non, mais encore, tu peux revenir. Non, avant c'est ça. Okay. Donc peut-être celui-là. Oui, alors pour reprendre le principe d'iPadDat, et notamment sur le principe de collecte,
En fait, les factures, elles se trouvent notamment dans les espaces fournisseurs, dans nos boîtes mail, et puis également sous forme de facturettes dans nos poches souvent, et on les transmet ensuite à notre expert comptable. L'idée là, c'était d'aller chercher toutes les factures où qu'elles se trouvent de manière automatisée. Donc nous, on a des robots qui vont chercher automatiquement ces factures chez les fournisseurs, dans vos boîtes mail, et également une application sur vos téléphones mobiles, donc pour les entrepreneurs et puis leur équipe, de manière à pouvoir scanner et après pouvoir se débarrasser de ces tickets. Toutes ces datas, toutes ces données, toutes ces preuves sont réunies, regroupées et ensuite confrontées aux données bancaires de manière à être sûr d'avoir la totalité des pièces. S'il manque des pièces, l'entrepreneur est alerté. Et effectivement, après, on passe à une seconde phase qui est l'émission de toutes les écritures. Et après, donc, l'information est ainsi disponible et va pouvoir être traitée pour être récupérée par exemple par eMaster pour pouvoir générer des dashboards. Il y a un pilotage plus dédié pour le chef d'entreprise. Cette data va aussi servir à l'expert comptable puisqu'il va pouvoir récupérer les pièces et toutes les écritures pour pouvoir les rentrer dans son logiciel de comptabilité de manière complètement fluide. Donc évidemment, c'est beaucoup plus simple que la méthode de travail qu'on pouvait utiliser il y a 10, 20 ans, où en fait, on collectait toutes les factures papier, on les imprimait, on récupérait les factures qui arrivaient également par la poste, et on mettait tout ça dans un carton et on emmenait ça une fois par mois à son expert comptable. Donc effectivement, là, ça permet d'avoir un pilotage d'entreprise et une visibilité en temps réel, et ça peut éviter bien des naufrages. Et surtout, ça fait gagner beaucoup de temps. Voilà. Donc là, on a une illustration également de l'outil proprement dit, de l'outil iPadDat. Donc on peut voir que c'est hyper facile d'utilisation, c'est très simple, et c'est vraiment ce que l'entrepreneur recherche. C'est vraiment une facilité d'utilisation. On voit souvent, en fait, dans les outils comptables qui sont disponibles, on voit souvent des outils qui ont été édités par des acteurs plutôt classiques de la profession, tels que Cegid ou Sage. Et en fait, ce sont des outils qui sont plutôt destinés à des experts comptables et donc à vraiment qui sont complexes. Nous, notre idée, c'était vraiment de démocratiser en fait la comptabilité pour pouvoir en avoir une utilisation plus naturelle et plus fluide au quotidien. Voilà. Top. Bon, merci Anne-Sophie. Bon, excuse-moi pour les slides, j'étais sur c'est pas grave. On comprend. Moi, C'était rapide du coup. Hein. Voilà. Je t'ai suivi. Pardon. C'était rapide, je t'ai suivi. Ok. Bon, désolé. En tout cas, c'était quand même clair, même si t'allais plus vite. Moi, évidemment, je connais iPadDat vu que je suis business développeur chez iPadDat. Donc, merci pour cette présentation. Paul, est-ce que tu pourrais nous expliquer comment, de la même manière qu'Anne-Sophie l'a fait, comment eMaster peut aider un DAF ou n'importe qui dans la gestion finance, dans la fonction finance à être plus efficace? Ouais, bien sûr. Alors, ce que je propose, c'est de repartir de cette slide pour bien expliquer le fonctionnement des masters. Et Master, en fait, est une application qui faut le voir comme une couche supplémentaire avec tous vos outils applicatifs. Et Master est la couche qui va vous permettre de visualiser vos données, vos reportings et même faire du prévisionnel dedans. Donc, finalement, Master est capable de se connecter via des API ou alors via des connecteurs génériques directement au logiciel comptable ou même à des logiciels RH, des CRM comme Salesforce ou TeamLeader par exemple, et comme ça d'intégrer tous les types de données au sein d'une seule et même plateforme. Alors, si tu peux avancer sur la slide suivante. Voilà, rapidement pour repartir du constat qu'on expliquait un petit peu tout à l'heure.
traditionnellement, les services financiers, ils se battent avec des données un peu éparpillées, ils perdent du temps, ils ont des risques d'erreur avec du Excel. Ils passent beaucoup de temps aussi à préparer et faire une jolie mise en forme des tableaux de bord et du reporting pour le board. L'idée avec Emasphere, c'est de automatiser toute cette partie-là. Donc, comment on automatise ça Si tu passes sur la slide suivante, en fait, on commence avec la partie collecte de la donnée. Donc, comme je l'ai dit, via des API, via des connecteurs génériques Excel, et on automatise ces collectes. Donc, on a de la donnée qui est fraîche et on a de la donnée qui est intégrée directement dans Emasphere sans manipulation. Donc ça aussi, c'est extrêmement important parce que finalement, les utilisateurs finaux, ils perdent pas de temps à faire des imports-exports. Tout ça, c'est le connecteur qui le fait pour. L'autre aspect, c'est que Emasphere va permettre d'analyser très facilement la performance sans avoir à passer des dizaines de jours à construire ces tableaux de bord, comme on peut le faire dans une solution de BI assez classique, où on parle de rien. Parce qu'en fait, vous avez des indicateurs qui sont préconfigurés, qu'on vous met prêts à l'emploi et que vous pouvez venir piocher sur ceux qui vous intéressent. Donc, vous avez des indicateurs à la fois sur la trésorerie. On sait que c'est un peu le nerf de la guerre, surtout en ce moment. Donc, on peut suivre très facilement comme ça son DSO, son DPO. On peut monter un tableau de trésorerie. On peut faire de la trésorerie prévisionnelle si nécessaire. On peut aussi avoir des indicateurs financiers un peu plus classiques, comme un compte de résultat, comme un bilan. Donc voilà, tout ça, c'est des choses qui sont prêtes à l'emploi, qui sont très simples et qui sont vraiment destinées à faciliter la vie des directions financières. L'autre aspect, c'est qu'on peut faire du prévisionnel, parce que c'est bien de regarder dans le rétroviseur et de voir les données du passé, mais c'est encore mieux de se projeter et de voir où on va, et surtout de comparer les écarts entre ce qu'on a réalisé et ce qu'on avait budgété. Donc on peut faire comme ça dans l'application soit du prévisionnel de résultats, une sorte de mini PNL, et vous pourriez passer des hypothèses de diminution ou d'augmentation par poste. Et on peut aller un cran plus loin et faire du prévisionnel de trésorerie qui serait basé justement sur le prévisionnel de résultats que vous aurez réalisé. Et comme ça, de voir dans les mois qui arrivent devant nous, si vous allez être dans le rouge, si vous êtes dans le vert, s'il y a besoin de faire des demandes de crédit, etc., etc. Mais en tout cas, de bien anticiper et de s'adresser aux banquiers en temps et en heure et quand il faut. Et le dernier point, c'est qu'applicativement, Emasphere permet de partager de l'information, de partager du contenu entre utilisateurs, parce que chaque personne qui vient se connecter à Emasphere peut poster un commentaire sur un graphique, peut interagir avec les autres via un système de workflow et un système de notification par email. Donc tout de suite, on sait si quelqu'un du service d'à côté, de la comptabilité, du commerce a mis quelque chose sur un graphique qui m'intéresserait et je verrai le commentaire et je pourrai tout de suite répondre dans l'application. Donc on est réactif et on partage très simplement et très facilement de l'information. Ok, mais écoute, merci Paul, merci à vos présentations à tous les deux, puisque c'est évidemment la base d'une bonne gestion financière, c'est avoir les données, donc avoir les factures, et après c'est les traiter, puisque comme vous l'expliquiez avant, avoir des données un peu partout, ça rend le fait de créer des rapports un peu compliqué. Donc je pense que tout le monde comprend clairement l'intérêt d'avoir un petit outil comme ça qui nous sort des rapports, notamment des prévisionnels. Bernard, peut-être je vais te laisser faire de donner quelques mots pour conclure sur ta vision du sujet traité aujourd'hui. Moi, enfin, je sais pas si je suis celui qui a le plus de vision, mais comme je suis un des plus vieux, je peux effectivement donner mon expérience qui était, j'ai été beaucoup touché quand même, Sophie a parlé des boîtes à chaussures où on mettait ses reçus, parce qu'effectivement, en tant qu'avocat, moi j'ai connu ça effectivement, et je faisais ma comptabilité de caisse et de dépenses, etc. Vraiment à l'ancienne, et je passais des heures à additionner ça. Heureusement, maintenant, je le fais plus. Mais voilà, donc ça, c'est effectivement la digitalisation va faire gagner énormément de temps. Il y a des réservoirs de profitabilité et de productivité. Mais il y a aussi beaucoup de valeur ajoutée sur le fait d'avoir des prévisions de trésorerie. Et comme tu le rappelais, Ludovic,
la trésorerie. Et actuellement, c'est quand même incroyablement important. Donc, partir de la facture, rentrer ça et savoir si on va dans le mur ou si on peut passer, ça me semble être des applications extrêmement utiles et valables par les temps qui courent. Voilà un petit peu ma conclusion sur ce type, sur ces questions. Donc, je ne sais pas si on a des questions, justement. Alors, est-ce qu'on a des questions? Pour l'instant, je n'en vois pas. On va peut-être attendre un peu pour voir s'il y a des questions. En patientant, en attendant les éventuelles questions, moi j'ai une question pour Emasphère. Je voulais savoir où vous collectiez en fait les données parce que j'ai pas tout saisi au moment de la présentation. Et j'ai vu que vous raccordiez au CRM, logiciel comptable, des choses comme ça, mais je voulais savoir si c'était le logiciel comptable plutôt de production ou de préparation. Voilà. Je ne sais pas ce que tu entends par production. Plutôt les logiciels utilisés par les experts comptables ou vraiment des outils qui sont alimentés par l'entrepreneur? Alors les deux, mon capitaine, c'est-à-dire qu'on a des connecteurs à la fois avec les logiciels de production comptable classiques qu'on retrouve pour les experts comptables, type Cegid Expert, Quadra, Sage, donc Génération Expert ou Salesforce, ça dépend de la dénomination qu'on a, ACD, Ibiza, Agiris, tout ça, on a bien des connecteurs. Okay. On a également des connecteurs avec les versions PME, donc ça peut être du Sage 100, ça peut être du CGY2, du Odoo, etc., etc. Donc, on peut vraiment aller se connecter sur les données si elles sont chez l'expert comptable ou finalement si elles sont chez la PME, peu importe. On a également des connecteurs CRM, donc avec Salesforce Team Leader ou alors des connecteurs RH avec ouais. Bon, voilà, c'était juste ma petite question. Bon. Est-ce qu'il y a des questions de… Alors, je crois qu'il y a une question. On a été super clair alors. Voilà. Je crois que c'est ça. Moi, de l'extérieur, c'est très très clair. Mais je vois quand même quelqu'un, Pierre, qui est en train de poser une question. On va peut-être attendre un peu. Il y avait un slide que j'ai pas passé sur peut-être vos coordonnées. On a une question donc. Ah oui, nous avons une question. Est-ce que vous supportez plusieurs langues? Alors, c'est une question pour qui? Juste que ce soit. Je pense que c'est pour Emasphère, vu que c'était Emasphère qui parlait. Moi, oui. Le suspense. Bah, elle lui répond. Pierre veut faire durer le suspense, apparemment. Allez, pour les deux, d'accord. Bah, c'est pour les deux, alors. Honneur aux dames. Écoute, pour le moment, on est sur une version sur la France, en fait. En revanche, nos OCR détectent des montants, des numéros de facture et tous les éléments. Donc, c'est complètement duplicable et des montants de TVA. Donc, c'est complètement duplicable sur toutes les zones. On peut partir à l'international très, très aisément. Il n'y a aucun souci. Et l'interface, elle est soit en anglais, soit en français. Donc, voilà. Donc, pour le moment, mais c'est vrai qu'on est sur une acquisition, on est sur un déploiement plutôt franco-français pour le moment. On était sur une année 2020 avec une orientation consolidation de produits et amélioration de certaines fonctionnalités. On partira probablement à la conquête de nos voisins européens proches plutôt 2021. Alors, Emasphère, la situation est un peu différente parce que le siège est en Belgique, parce que les cofondateurs de la société sont belges, et on est présent dans différents pays. Donc, du coup, on a du multilangue. On a comme ça de l'anglais, du français, du flamand pour la partie wallonne. On a également de l'italien, de l'espagnol, et je crois que j'en ai dit pas d'autres. J'ai dit l'anglais, évidemment. Voilà. Okay. Et au niveau des devises, c'est tout en euros ou vous gérez plusieurs devises? On peut gérer les multidevises. On a des clients qui ont des filiales en Asie, par exemple, au Japon, à Hong Kong, etc. Donc, on peut très bien gérer le multidevise sur Emasphère, soit en ayant un taux de conversion par rapport à la date de facturation, la date du jour, ou bien on peut mettre un taux de conversion moyen sur l'année. Après, c'est des règles de paramétrage, c'est des règles de gestion que l'utilisateur va définir.
Ok. Peut-être pour dire un dernier mot, pour faire peut-être un petit instant pub, et étant donné qu'on est dans le sujet de la finance, est-ce qu'il y a peut-être un outil que vous voudriez mettre en avant, ou vous dites vraiment ça c'est quelque chose qui peut-être nous permet d'être au clair sur nos finances? Est-ce que vous avez des conseils d'outils à donner à ceux qui nous regardent, en plus d'iPad et des Master? Ou pas du tout. Moi, c'est un peu clairement en outil, on va dire bureautique, pas vraiment. On utilise tous les outils classiques et je trouve que notamment la récupération des factures possibles, on va dire que la compatibilité de Slack avec iPad, je la trouve vraiment très 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 avantageuse. Mais autrement, on gère toute notre comptabilité et toute la comptabilité sur iPad actuellement. Donc, je n'ai pas testé énormément d'autres outils. Ça marche. Moi, le conseil que je peux donner, c'est de vous organiser, de faire en sorte d'avoir des process pour avoir de la donnée la plus fraîche possible en compta. Mais du coup, ça rejoint aussi ce que dit Anne-Sophie. Il y a des outils comme iPad justement qui permettent de faciliter la collecte, en tout cas automatiquement, et justement d'avoir cette donnée fiable, fraîche, qui pourrait être exploitée par des outils comme Emaster. Ok, merci. Il y a une question, donc est-ce que vous auriez des connecteurs avec l'ERP SAP by Design? Alors, moi qui suis chez iPadDat, je peux déjà dire que iPadDat, aujourd'hui, non, on n'a pas de connexion avec SAP directement. Pour Master, qu'en est-il? Et côté Emaster, on fait le premier client sur SAP. Là. Ok. Donc oui, c'est tout récent, mais Ok. Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on va en rester là sur ce petit webinaire qui au final était assez rapide, mais selon moi en tout cas qui vous a regardé, j'ai trouvé ça intéressant. Alors je vais peut-être laisser vos coordonnées. Si je pense que si vous l'avez mis sur le slide, c'est que ça vous mange pas de les laisser. Hop. Donc voilà les coordonnées des participants au cas où vous avez des questions, soit sur les outils, soit sur. Oui, il ne faut pas hésiter à poser des questions en direct. Voilà. Voilà les coordonnées. Donc n'hésitez pas à les contacter. Et puis en attendant. Ah, je crois qu'il y avait une question qui était en train d'être posée, qui est partie. Ah, très clair, merci beaucoup. Bon, tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Écoutez, merci à tous ceux qui ont participé. N'hésitez pas à nous contacter. Et puis, c'est possible qu'on refasse ce genre de webinaire plusieurs fois si c'est quelque chose qui est demandé. Voilà. Ah, on me demande les coordonnées. Bah voilà la preuve que vous plaisez. Alors, attendez, je remets les coordonnées. Je remets les coordonnées. Et voilà. Est-ce que vous pouvez les questions? Voilà. Ok. Est-ce que c'est bon? Ok. Bon, si. Ah, Raphaël qui pose une question, je crois. Je vais ah, ok, merci. C'est juste un merci. Écoutez, merci à tous et peut-être à bientôt pour ce même genre de webinaire. Merci Ludovic. Merci. Merci à tous. Au revoir.